Bonsoir chers abonnés. Ça fait plaisir de revenir encore à vous pour un nouveau numéro concernant la présentation du peuple Diola des origines à nos jours, c'est-à-dire depuis l'Égypte jusqu'à la Casamance actuelle. Voilà, donc la fois dernière, lors de notre quatrième numéro, j'étais en train de vous parler des aspects métaphysiques de la science. Et l'objectif était de faire une remise à niveau, parce que dans le milieu scientifique, vous savez, nous avons des problèmes. Dans la communauté scientifique, nous avons des problèmes et il y en a beaucoup, les problèmes de la communauté scientifique. Je vous ai évoqué la fois dernière de l'aspect métaphysique des sciences qui aurait dû être pris en compte dans la formation de l'étudiant, de l'élève, du citoyen, mais qui aujourd'hui ne sont pas prises en compte parce que tout simplement, on a séparé la politique de la religion, tout simplement. Et il y a des professeurs qui ne savent pas que la Bible fait partie de ce qui doit être pris en compte dans un programme académique, même si ce n'est pas proposé au programme. Voilà, donc ce n'est pas parce que ce n'est pas proposé au programme que ça ne doit pas être pris en compte. Dès lors que, voilà, donc c'est reconnu par la législation en vigueur dans le pays, dès lors que c'est reconnu par c'est-à-dire la justice, au niveau de la justice, donc il faut prendre cela en compte. Malheureusement, il y a des professeurs qui ne savent pas ce que c'est qu'être professeur. Ça, j'ai fait le constat, hein. Voilà. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin concernant les critiques concernant mes professeurs. Très souvent, je le fais de façon factuelle sur un fait bien précis. Voilà. Mais je ne vais pas jusqu'à critiquer le professeur en personne, ce n'est pas de mon ressort. Voilà. Mais il faut savoir que l'aspect métaphysique des sciences doit être pris en compte parce que ça fait partie de ce dont on a besoin, c'est-à-dire des éléments, des outils dont on a besoin pour former le citoyen dans chaque pays, pour former l'élève, pour former l'étudiant, pour former le chercheur, etc. Voilà, donc c'était très important de faire cette remise à niveau parce que dans la présentation du peuple Diola, de la communauté Diola, on en aura besoin. Il faut comprendre que dans l'Égypte ancienne, il n'y avait pas d'équivoque à ce niveau, c'est-à-dire la formation de l'élève, la formation de l'étudiant, la formation c'est-à-dire du citoyen ou du sujet égyptien à l'époque, ce n'était même pas un objet de controverse. Donc le problème scientifique ou les problèmes scientifiques aujourd'hui que l'on peut noter dans la communauté scientifique d'aujourd'hui, il n'y en avait pas à l'époque. Il n'y en avait pas. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de l'aspect métaphysique des sciences, mais il y a d'autres problèmes aussi, notamment le débat scientifique aujourd'hui. Vous allez voir que des professeurs vont fuir le débat scientifique. Ils vont faire des colloques où ils vont seulement inviter des personnes qui sont favorables à leurs idées et ils vont venir faire un soi-disant colloque dans lequel toutes les idées vont converger, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de débat scientifique. Même la critique sera une critique préfabriquée. Voilà. Si vous écoutez bien Cheikh Anta Diop, lorsqu'il vous parle du colloque du Caire que l'UNESCO lui a proposé de faire, donc la première des choses qu'il a faites, c'est de demander à ce que l'UNESCO crée les conditions du débat critique. C'est ça qu'il avait proposé, qu'il avait exigé même, je vais dire. Mais aujourd'hui, vous allez voir les professeurs, ils sont réfractaires, ils sont allergiques à la critique. Et même quand ils vont jusqu'à créer la critique, ils font une critique préfabriquée. C'est ce que l'on voit dans les colloques aujourd'hui, dans les symposiums. Voilà, donc c'est ce qui se passe, ce qui fait que le débat scientifique, il est pratiquement mourant. Il est pratiquement mourant. On n'a qu'un débat scientifique synthétique. Voilà, donc qui donne l'apparence d'être un débat scientifique, mais ce n'est pas un débat scientifique. Et ça, c'est à déplorer. C'est à déplorer. Voilà, donc moi, j'en suis à un niveau où j'ai beaucoup plus affaire à mes pairs plutôt qu'à mes compères. Ce qui fait que, voilà, donc le sentiment de respect fait que je suis un peu distant, je laisse un peu les choses, voilà, donc je suis un peu discret. Mais ça ne signifie pas que je vais me laisser faire. Non, pas du tout. Voilà. Donc ce débat scientifique-là, c'est un débat sur lequel on ne peut pas être autrement intransigeant. Donc on ne peut pas transiger là-dessus. Donc c'est la vérité scientifique, on ne négocie pas là-dessus, il n'y a pas de débat qui tienne. Voilà. Donc c'est la vérité scientifique qui s'impose. Voilà. Donc
concernant cet aspect métaphysique des sciences, si ce n'est pas enseigné en tout cas dans nos universités ici au Sénégal, ce n'est pas enseigné. Moi, j'ai fait la proposition de mettre sur pied un département des sciences occultes. Voilà, donc vous avez vu comment ils m'ont poussé vers la sortie. Et par la suite, je me suis rendu compte que certains étudiants, des mancagnes, je ne sais pas moi, des gens qui pratiquent le vaudou, voilà, donc ont été proposés pour voilà, donc faire ce travail-là à l'université. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ne vont pas le faire correctement. Ça, c'est sûr. Mais bon, compte tenu du fait que c'est leur point de vue, moi, je ne vais pas discuter trop longtemps là-dessus. Voilà, donc, j'ai même vu quelques camarades qui sont venus me voir pour me proposer de retourner à l'université. Je leur ai dit là où on m'a manqué du respect. Je ne suis pas très motivé pour y retourner. Je ne sais pas si je vais y retourner un jour ou l'autre. Je ne sais pas. Mais je fais mon travail comme je l'entends, avec un accès à la connaissance directe, accès direct à la connaissance. Voilà, sans influence, sans manipulation, voilà, donc où l'on ne va pas utiliser les diplômes, les réussites aux examens ou bien les notes pour vous en faire du chantage, indirectement parlant, parce qu'ils ne vont pas vous dire que c'est un chantage, mais vous allez vous retrouver dans une situation où vous-même vous allez comprendre que si vous ne faites pas ou bien si vous ne vous conformez pas à ce que eux ils veulent, voilà, donc vous n'allez pas réussir. Les notes, ce n'est pas de l'argent, ça ne se mange pas. Et ça ne peut vous mener nulle part. Donc, le plus important, c'est la connaissance. Et c'est ce qui m'a intéressé, ce que j'ai cultivé jusqu'à en arriver là où je suis. Bon, on va donc, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui des premières heures de la colonisation de l'Égypte. Voilà, donc c'est très important de discuter de cela parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai entamé cette discussion pour vous dire que l'Égypte a été colonisée en premier par le peuple qu'on appelle aujourd'hui les Diola. C'est vrai que la gamme du peuple égyptien dans son ensemble n'est pas arrivée au complet en Casamance. Il y a beaucoup d'absents. On va voir beaucoup plus cela en détail quand on va traiter des patronymes de la communauté Diola. Vous allez voir, il y a des noms de famille aujourd'hui qui ne figurent pas en Casamance, qui ne sont pas en Casamance, mais qui sont impliqués. Voilà, donc je vous ai dit que le peuple Diola est un peuple nilotique, donc qui évoluait essentiellement sur le Nil. À l'époque préhistorique, toute cette partie nord de l'Afrique, que l'on appelle aujourd'hui le Sahara, était dans l'eau. Donc, c'était une mer. Donc, la mer Méditerranée occupée jusqu'au niveau de la Mauritanie. Donc, toute cette bande désertique-là était occupée par la mer Méditerranée. Bon, quand on nous dit que le détroit de Gibraltar était une bretelle par laquelle les premiers hommes auraient transité pour aller. Bon, ça, il faut revoir cela, hein, parce qu'il faut savoir que c'est possible qu'il y avait dans cette Méditerranée-là, voilà, donc des îles, notamment les zones rocheuses, les zones montagneuses qui se trouvent sur la bordure. Bien sûr, ça pouvait faire office d'île au beau milieu de la Méditerranée à l'époque préhistorique. C'est tout à fait possible, comme l'île de Malte par exemple, comme on en retrouve, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, donc, mais que le détroit de Gibraltar soit comme il l'est aujourd'hui, ça c'est invraisemblable. Ce n'était pas ce que c'était à l'époque. Voilà, donc toute cette bande du Sahara était tout simplement sous les eaux à l'époque. Voilà, donc, mais ces eaux-là vont se retirer et progressivement, bien évidemment, voilà, donc les populations nilotiques vont venir occuper donc les rives du Nil dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'Égypte. C'est ça, donc, comme ça, progressivement, que les anciens Égyptiens vont coloniser le Nil. Et ces anciens Égyptiens-là, il faut le rappeler, c'est là actuellement la population Diola avec toute sa gamme de tribus, notamment les Fogni, les Kassa, les Boulouf, les Bayotes, les Araméens, etc. Voilà, donc il faut savoir que cette colonisation des rives du Nil va coïncider bien évidemment avec ce que l'on appelle un phénomène assez mystérieux, donc notamment la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va apporter énormément à l'humanité. Hein? Il va apporter énormément à l'humanité. Parmi ce qu'il va apporter, on peut mettre ça dans un ensemble que l'on appelle la civilisation. Voilà, donc la civilisation, pour ceux qui ne savent pas, je reviens dans un autre document pour vous en parler davantage. On dirait qu'on est en train de nous approcher de l'heure. On revient dans un autre document pour vous en parler davantage. À tout à l'heure. Hein?